pense que l'armée israélienne a en fait effectivement changé l'attitude, hein. Riposte, voilà, on ne fait que riposter aux attentats de Hezbollah, à une situation où on fait des frappes préventives. Je conteste un peu l'opinion répandue que Tzahal ne doit pas, comment dire, provoquer Hezbollah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ori Sacharor. Bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Je rappelle que vous êtes le directeur du département de recherche au sein du mouvement des bitronistes des sécuritaires et nous allons parler avec vous sécurité sur plusieurs angles. On va revenir d'abord sur ce qui se passe dans le sud du pays. On le voit, les forces israéliennes continuent à combattre. Apparemment, elles terminent leur opération dans la ville de Khan Younes et elles se préparent à une opération dans Rafihar. Est-ce que l'armée israélienne a les moyens de combattre les bataillons du Hamas de Rafihar en évitant au maximum, comme le souhaitent les Américains, les pertes de civils palestiniens qui sont extrêmement nombreux dans cette région de Rafihar? Bon, tout le monde souhaite éviter la mort des citoyens, des civils, surtout Israël. C'est pour ça qu'on a instruit plus d'1 million de civils de s'évacuer. Voilà. Alors, c'est pas, c'est quelque chose qui est présenté comme une exigence par les Américains, alors qu'Israël, c'était la politique déclarée dès le départ des autorités israéliens d'éviter de mort des civils. C'est exactement ce qu'on fait. Bah, écoute, moi, j'ai aucun doute que Tzahal est capable de le faire. On a encore 6 bataillons à Rafah, contrairement à 18 bataillons qu'on a déjà quasiment détruits. Quand on a détruit des bataillons de Hamas, il faut se rappeler, c'est pas que tous les soldats de ces bataillons ont été tués, mais c'est que ces bataillons-là ont perdu leur capacité de fonctionner. Alors, dans une ville comme Rafah, je sais que ça fait l'objet d'une opposition, d'une polémique internationale qui est vraiment tout ce qui veut être quelqu'un doit avoir un avis sur le sujet de Rafah. Mais franchement, comme on l'a fait, par exemple, quand on a conquis Gaza et Khan Younes et Beth Hanoun et le reste de la bande de Gaza, je doute que une ville relativement petite comme Rafah soit en problème. Poser un problème pour ça. Je voudrais avoir votre appréciation aussi. On a vu hier ce film vidéo assez effroyable, on va dire, de la famille Bibas, de Chéri Bibas et de ses 2 enfants qui déambulent dans les rues de Khan Younes entourés de terroristes. Et je voudrais vous poser une question parce que pour un profane, quelqu'un qui n'est pas véritablement impliqué dans les affaires sécuritaires du pays, on se pose la question. Pourquoi finalement l'armée israélienne n'a pas pu attaquer la bande de Gaza sur plusieurs plans? Je pense par exemple à la ville de Rafihar, à la ville de Khan Younes. Pourquoi depuis le début, en sachant pertinemment qu'une partie des otages était dirigée vers Khan Younes, eh bien pourquoi l'armée israélienne a donné le temps, je dirais entre guillemets, aux terroristes du Hamas de s'organiser ou de faire évacuer les otages? Parce que dans le cas précis, il n'y a aucune chance d'avoir un effet de surprise et de très faibles chances de récupérer les otages. Bon, vous avez raison. En fait, j'aurais plein à dire après la guerre. Il s'agit d'un sujet assez délicat, donc je vais choisir les mots. Mais essentiellement, oui, la décision de faire le manœuvre que dans le nord et puis bouger vers le sud. Je doute que ce soit la bonne décision. Mais d'après, c'est pas la place de faire une critique dans ce moment-là. Après, il faut se rappeler qu'il s'agit d'une mission très très compliquée. Et même si Tzahal puisse, imaginons par exemple que Tzahal puisse attaquer Gaza et Khan Younes en même temps. Sachant que Tzahal a instruit à la population civile de s'évacuer de Gaza vers le sud, alors qu'on est en train d'attaquer le sud. Alors ça, c'est un peu compliqué, j'avoue, mais après, il faut se rappeler aussi que le renseignement à propos de la localisation des otages n'était pas précisément entière et il ne l'est pas jusqu'à ce moment-là. Alors, on a retrouvé la vidéo de caméra de sécurité qui a montré que la famille de Bibas a été
bien évidemment kidnappés, mais ce sont des vidéos du 7 octobre et des jours Oui. précédents, que des jours suivants, et ça n'indique quasiment rien de leur localisation, de leur place Mhm. en ce moment-là. Mais c'est un peu comme la vidéo la caméra de sécurité qui a retrouvé dans un tunnel au-dessous de Rafah, qui a montré bien évidemment Yahya Sinwar, le leader de Hamas. Ça, ça indique peut-être peut-être sa localisation le 10 octobre, Oui, j'imagine oui, bien, c'est ça. mais pas à ce moment-là. Alors, je voudrais qu'on se dirige avec vous vers le nord d'Israël. On a vu hier une attaque de l'armée de l'air israélienne contre des positions du Hezbollah, en tout cas des hangars de munitions extrêmement importants dans la région de Sidon, de Saïda. Et c'est à 50 kilomètres au nord de la frontière israélo-libanaise. Quel est le message que veut faire passer l'armée israélienne aujourd'hui au Hezbollah? Bon, je pense que l'armée israélienne a en fait effectivement changé l'attitude, hein, de l'attitude de riposte. Voilà, on ne fait que riposter aux attentats de Hezbollah, à une situation où on fait des frappes préventives. Mais écoutez, je conteste un peu l'opinion répandue que Tsahal ne doit pas, comment dire, provoquer Hezbollah. J'ai même entendu dire des opinions, par exemple, des articles qu'on a, en fait, on a écrit un article de réponse à des généraux, des anciens généraux, on peut dire ça, qui ne sont pas à être estimés sécuritaires, qui disent effectivement qu'il faut terminer la guerre à Gaza pour éviter une guerre dans le Nord. Parce que les exigences de Nasrallah sont très claires. Une fois la guerre à Gaza soit terminée, alors il va stopper la guerre dans le Nord. Alors ça, c'est un peu une calculation assez facile, c'est-à-dire on fait on écoute bien les exigences aux dirigeants responsables d'une organisation terroriste, mais qui vit sur la notion de terrorisme, de la lutte armée, c'est-à-dire la raison d'être de Hezbollah et la lutte armée. Et Hezbollah ne va pas cesser les feux, même si Israël donne son accord à terminer la guerre à Gaza demain matin. Et comment le sais-je? Parce que la veille de la guerre, c'est-à-dire avant le 7 octobre. Et depuis le début de 2023, on a écrit extensivement sur ce sujet dans les sécuritaires, dans notre département de recherche. Le Hezbollah a commis en fait des dizaines des attentats sur la frontière israélienne. On se rappelle bien des 34 roquettes qui ont été tirées depuis le Liban vers Israël pendant Pâques, pendant Pessah. Et ensuite, on a eu l'histoire de détente. Tout ça nous démontre peut-être que Hezbollah n'est pas intéressé comment dire, peut-être acheter le silence. C'est ce genre d'attitude qui a guidé l'établissement de défense israélienne. Alors qu'on a signé l'accord de gaz avec le Liban, octobre 2022, moi je conteste vraiment lourdement, on peut dire ça, ce genre d'attitude. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous n'avez pas le sentiment que malgré tout, en fait, les deux conflits sont comme des vases communicants, qu'il y a une dépendance entre les deux conflits, malgré tout? Oui, je pense que éventuellement, à la fin de compte, c'est la stratégie en fait des organisations terroristes de faire ce qu'on appelle la connaissance de front, c'est-à-dire si on agit à Gaza, bien évidemment, ça va tenir des effets, avoir des conséquences dans le nord, à la Judée-Samarie, en Iran, même on voit les Houthis au Yémen qui sont en train de tirer des missiles vers Israël en réponse à la guerre de Gaza. Mais ça soit une erreur, une grave erreur à mon avis, de répondre à leurs exigences 100%. On sait que c'est en fait en hébreu on dit avec la nourriture vient l'appétit. Hein. Alors ça c'est exactement ce qu'on voit dans le Nord. Après avoir signé l'accord de gaz avec Hezbollah, on a bien espéré, nous non, mais les gens qui l'ont signé ont bien espéré que ça va peut-être une période de silence va arriver ensuite, mais
bien évidemment, ça n'a fait que peut-être fortifier le statut, comment dire, la position domestique de Hezbollah au Liban. Et à ce moment-là, Hezbollah comprend très bien qu'Israël ne peut faire que terminer le boulot à la bande de Gaza. Mais aussi, écoutez, je vois les rapportages, par exemple. Je ne sais pas si votre audience l'a vu, mais il y avait des rapportages dans la presse américaine où, par exemple, les États-Unis considèrent peut-être aller au Conseil de sécurité pour Oui. empêcher l'opération Arafat. Et ça me montre peut-être bon, c'est ce genre de reportages qui font objet de fuite dans la presse, mais écoutez, moi, je ne sais pas si ça va arriver ou non, ce genre de résolution, mais je sais que les États-Unis sont un peu confus à ce moment-là où on regarde plutôt novembre Oui. 2024 que octobre 2023, et ça démontre qu'il y a plein de défis, pas mal de défis ensuite, plus tard. Et il ne faut que regarder l'objectif de la guerre, c'est-à-dire démolir le Hamas et faire venir les otages et changer complètement. Et pour des générations à venir, la réalité à la bande de Gaza. Alors, l'un des défis aussi dans la constellation sécuritaire dans laquelle on évolue, c'est le mont du Temple. On approche du Ramadan, du mois du Ramadan qui doit débuter le 12 mars prochain. Et on le voit, il y a des débats ardus, âpres au sein du gouvernement autour ou du cabinet restreint autour des autorisations à donner aux différentes populations de fidèles qui souhaitent prier sur le mont du Temple pendant cette période. Alors, on le voit, Itamar Ben-Gvir est pour une démarche très restrictive avec des restrictions qui seraient imposées également sur les Arabes israéliens. Or, il faut bien l'avouer, on l'a vu depuis 4 mois, les Arabes israéliens se tiennent tranquilles et on peut dire qu'ils se sont démarqués d'une certaine manière assez publiquement et assez clairement des actes, des atrocités commises par le Hamas. Pourquoi finalement aujourd'hui sanctionner la population arabe israélienne alors que celle-ci donc est relativement sereine et relativement calme? Pourquoi risquer de provoquer un embrasement? Pourquoi risquer de provoquer une forme de solidarité entre les Arabes israéliens et le Hamas autour du mont du Temple? Bon, écoutez, je pense que je me doute que ce soit l'enchaînement des événements, c'est-à-dire, je ne sais pas si quelqu'un a l'intention de démarquer les Arabes israéliens. Je suis d'accord avec vous, hein, ils se tiennent relativement calmes depuis le 7 octobre. Mon, ma suspicion, peut-être mon impression, c'est que si c'était pas pour l'agression israélienne, c'était pour l'assertivité israélienne à la suite du 7 octobre, ça ne soit pas exactement le cas. Mais écoutez, je pense que les restrictions sur le monde de Temple ne sont pas visées sur les Arabes israéliens, elles sont visées sur les gens de la confession musulmane qui visitent le monde de Temple. On sait très bien, historiquement, c'est pas nouveau, on est dans le Moyen-Orient, qu'il y a 30, 50, 70 000 personnes sur le monde de Temple qui chantent des hymnes et des chants de soutien de Mohammedev et de Hamas. C'est pas nouveau, hein. Alors, il faut pas regarder que les décisions ou les avis du gouvernement israélien, mais aussi les actions de l'autre côté. C'est-à-dire, si on sait que historiquement, pendant les années, les dernières années, il y avait de désordre dans le monde de Temple pendant le Ramadan. Alors il faut Oui. prendre des Il faut, actions. Je sais. il faut rappeler, Or, que l'un des principaux incitateurs à la haine et à la violence sur le mont du Temple au cours des dernières années, c'est le Cheikh Raed Salar, qui est arabe israélien et qui est un antisémite ou un anti-juif virulent qui a été arrêté à de multiples reprises justement pour ces incitations. Donc, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, peut-être que cela risque d'augmenter les tensions. Oui, mais écoutez, à chaque fois qu'on tente de ne pas augmenter les tensions augmentent quand même. Alors il faut se poser la question, comment ça se fait?
Hein. Et en Europe, je pense que c'est ça l'attitude d'éviter les tensions. C'est pour ça que des officiers en Grande-Bretagne ont instruit de doter les posters, en fait, les porte-manteaux des otages, en fait. Oui. Des otages qui ont montré les images des otages alors qu'il y avait des manifestations par des manifestations pro-palestiniennes pour ne pas augmenter les tensions. Alors tout ça nous démontre peut-être que c'est pas la bonne attitude. On n'est pas crédule, hein. Pendant les dernières années, il y avait des désordres, il y avait pas mal de soutien de Hamas par des dizaines de milliers de personnes sur le mont de Temple. Alors qu'on tient une guerre à Gaza, c'est pas la situation qu'on souhaite. Bon, mais écoutez, ça dépend de la décision du gouvernement israélien. Finalement, Vous pouvez comprendre, le représentant de Tzahal, de Shin Bet, de Mossad. Oui. Il y a un ministre comme Avi Lichter, l'ancien chef de Shin Bet, qui a aussi dit qu'il faut mettre en place des restrictions quelconques. Alors, il faut se poser la question que ne va pas augmenter les tensions, mais en même temps, comment éviter une situation où il y a des dizaines de milliers de personnes qui chantent leur soutien de Mohammed et de Hamas. Ça, il faut agir avec prudence. Eh bien, Or Issachar, merci beaucoup de nous d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour des différents pôles de sécurité, on va dire, que ce soit dans le sud, dans la bande de Gaza, dans le nord avec le Hezbollah et même dans le centre en perspective du Ramadan sur le mont du Temple, en particulier à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel. Merci.